Ne filme pas ma calvitie de cheville, s'il te plaît. Tu as une Juste ça. calvitie de cheveux. Oui, j'ai une calvitie de cheville. Le départ en Turquie bientôt. Mais j'ai un traitement, j'ai un super traitement, je vous enverrai. Mec, un jour, dans un festival, on me fait une bande de cire. On n'avait pas dormi, on me fait une bande de cire comme ça, et je dis aux meufs, ouais, trop marrant, ouais, let's go, allez-y. Pourquoi Mais parce que les meufs voulaient, quoi. Elles voulaient trop... Un peu de bisuté, quoi. Ouais, Ok. non, elles voulaient trop tester sur un mec avec, avec un peu de poil. Avec etc. un peu de poil, quoi. Un petit Vraiment, peu de poil, du vrai tranquille. poil, quoi. Et ben, ça n'a jamais repoussé. Ça n'a juste jamais repoussé, bordel donc- de merde. Trauma capillaire. Ouais, ça existe. Voilà. Ça existe. Bon, allez, on se... Si on ne parlait pas du tout de doublage. Si on parle qu'en fait- de trauma capillaire. Exactement. Ok, C'est bon, ça. on y va ou quoi? T'as On y lancé va. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Maxime Donnet. Il est doubleur ici en Belgique. On va parler de son taf directement. Mais d'abord, abonnez-vous, likez cette vidéo, ça nous aidera bien. On commence direct avec Maxime. Maxime, Yes. accueilli à Liège. Trop de bien. retour à Liège. T'habites à Bruxelles maintenant. Ouais. Pour les doublages, c'est plus facile. Ouais, On en ouais, parlera, ouais. évidemment. Ouais. Mais d'abord, on va parler de ton taf. C'est quoi Ouais. ton taf? Bah écoute, d'abord, merci pour les chips. Avec Il n'y plaisir. a pas d'alcool, mais c'est pas grave. C'est des chips, c'est très bien. Je vérifie juste si c'est bien de l'eau. C'en est? Pas sûr. Oui, oui. Voilà. Oui, je suis à Liège. Je suis à Liège. Je vais certainement avoir. Est-ce que je le fais en accent ou pas Tu peux le faire en accent. Je le fais en accent de Oui. chez nous ou pas ou normal, voix normale. Tu peux récupérer l'accent liégeois pour cette émission si tu veux. D'accord. Sans on toi verra. libre. Il y a peut-être des moments où. Parce que tu sais, moi, quand je passe, quand j'ai ma mère au téléphone et que je passe Tienen, tu sais que t'arrives vers Anu, etc., que tu passes le Brabant flamand, ben, j'ai eu avoir une conversation, tu vois, oui maman, ça va, ben, je t'ai laissé un message. Écoute, je passe Tienen, j'arrive à Anu, je sais pas si j'arriverai à temps parce que ici ça ne roule pas très bien, donc on verra bien, c'est la folie. Et donc il y a vraiment un changement, je m'adapte direct, quoi. Directement. Ouais. Frontière linguistique, t'arrives. Direct, ouais, hop. ouais. Mais Ouais. sans, oui, c'est naturel. Non, mais blague à part, j'ai un truc ouais, où je m'adapte un peu, où je suis un peu avec les ondes autour de moi, avec l'énergie des gens, selon où je suis. Ça, parfois, je m'adapte. Ça doit bien t'aider, ça, pour tes doublages. Ouais, tout à fait. Ouais, bah oui, chaque personne parle différemment, avec des énergies, des mimiques, qui fait que le son sort différemment, quoi. Exactement. T'as doublé beaucoup Clairement. de personnages, Maxime. T'en as Ouais, combien? quand même. J'en sais rien du tout. Tu saurais pas dire. J'en sais rien du tout. Une bonne mais, centaine, des centaines. Ouais, un truc comme ça, je sais pas. Ça dépend aussi du taf. Parfois, il y a un peu moins de taf. Quand il y a beaucoup de taf, bah, ça peut aller jusqu'à quand j'ai par exemple un gros mois, parfois tous les jours, bah, je peux faire 3-4 personnages par jour. Allez, ok. Ça peut arriver, ouais. T'as fait Tout à qui fait. comme perso qu'on pourrait connaître? Alors d'abord en animé, c'est peut-être le créneau où les gens connaissent un peu plus, enfin surtout la un peu plus jeune génération, mais parce c'est vraiment la frénésie, c'est la folie des mangas, des animés, etc. Voilà, il y a un truc qui a fait que monter dans l'audience par rapport au manga, quoi. C'est assez fou. Ben là, par exemple, je fais Brooke dans One Piece. Oh, que ça fait du bien, un bon bain. Yo ho, ho, ho. Oh, je suis au paradis. Ça veut pas dire que je suis mort. Que j'ai commencé, je crois, au 700e épisode, parce qu'avant, c'était pas moi. Pour des raisons de disponibilité, un comédien qui a pas pu continuer le rôle parce que, pour des raisons de tournée, je pense, de tournée de comédie musicale en France. Et donc, voilà, c'est passé, il y a eu un casting, j'ai dû faire des essais, j'ai dû chanter, parce que le personnage chante aussi. Enfin bref, on a dû faire des essais, c'était un peu flippant, enfin, il y avait un peu de pression. Et donc j'ai eu le rôle et ça s'est fait, je sais pas, il y a presque 10 ans, je crois maintenant. Donc j'ai commencé au 700e. Voilà. 700e, ok, c'était déjà un bien, truc comme ça, ouais. bien Je crois avancé. qu'il est arrivé au 300e, Brooke, et j'ai commencé au 700e. Ça doit être dur de reprendre un personnage comme ça. On était sur du match voice, là. Ok. Tu devais donc matcher avec Ouais. la voix Je l'ai du gars écouté d'avant. plusieurs fois et on devait être Après, avec le temps, je me le réapproprie plus, quoi. Donc je pense plutôt au gars qui le faisait avant. Maintenant, je suis vraiment dans un truc où je lui donne du corps, je lui donne Il t'appartient maintenant. mon énergie à moi avec ce côté un peu rigolo, parce qu'il a un côté très
il a un côté un peu fantaisiste, un peu rond dans la voix, un peu foufou, un peu graveleux, voilà. Ok. Ouais. Naruto Shippuden aussi. Naruto, ouais. Naruto, ça fait un petit temps maintenant. C'est un personnage qui est pas très très conséquent, enfin qui a influencé pas mal de situations, etc., mais qui est pas non plus très très présent. C'est Sai. Combattre tout en assurant les arrières d'une personne qui a perdu tout discernement, ce n'est pas l'idéal. Si j'ai agi de la sorte, c'est tout simplement parce que ce choix s'imposait. Si je voulais que la mission soit un succès. Voilà, toile au monstre fantomatique, c'est son arme secrète. Voilà. C'est un dessinateur qui matérialise en attaque ses dessins. Magnifique. Voilà. Et donc, en plus des animés, tu fais d'autres voix aussi. On t'a vu récemment sur notamment MrBeast. Ça, on va souvent t'en parler. Alors ça, c'est le live un petit peu à part. On appelle ça du live quand c'est des personnes. Live action, on dit du live en doublage, tout simplement, dessin animé ou live. Lui, c'est vrai que c'est un peu à part. C'est un YouTuber. Donc c'est un peu une autre approche. On est sur c'est pas du voice-over. Donc il avait vraiment demandé que les pays le plus actifs dans le doublage doublent sa voix dans plein de langues différentes. Donc il y a, je crois qu'il doit y avoir peut-être une cinquantaine de MrBeast différents en langue étrangère, un truc comme ça. Et t'es le francophone alors? Dizaines, c'est sûr. Et je suis la voix française de MrBeast, originelle, parce qu'elle a changé en cours de route pour des raisons de budget, mais j'ai fait tous les catalogues, tout le fonds de commerce de MrBeast, je l'ai fait en 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'était très 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 dense. J'ai recréé chaque décor de Squid Game dans la vraie vie. Et celui qui, parmi ces 456 personnes, survit le plus longtemps, gagnera 456 000 $. Comment est-ce que ça c'est venu sur la table, tu vois? T'as passé un casting ou quoi? Ouais, j'ai passé un casting normal. J'ai passé un casting Voilà, c'est Erwin Greenspan, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, qui était un grand doubleur. C'était une voix très présente, très importante, qu'on aimait beaucoup, très chaleureuse. Qui faisait la voix, il était très connu pour plein de trucs, mais dont Berlin dans La Casa del Papel. C'est lui qui dirigeait là à ce moment-là, il m'a casté sur le rôle. Et je voulais pas trop l'avoir, ce rôle au début. Ça me semblait très bizarre, ça me semblait très fric, très un peu le côté un peu on casse tout, on se fait des voyages de fous furieux, ou un peu à la Jackass comme ça, où on casse tout sur notre passage, même s'il y a des trucs très cool dans Jackass, mais un truc très insouciant, un peu gamin et un peu reflet de la société de consommation à fond, quoi. Mmh. Et ça t'inspire pas évidemment à mort. C'est juste que c'est c'est des grosses récompenses. Un mec qui me met des 300 000, bon, on connaît MrBeast maintenant, mais des 300 000 $, si tu es le dernier à arriver, le premier à arriver à la berge gagne 300 000 $, enfin des trucs, le premier à se faire, le dernier à se faire attraper par un vrai chasseur de primes gagne autant. Si le chasseur de primes trouve la personne, il gagne autant. Enfin c'est très sensationnel, c'est très ça peut être trash, très divertissant, très entertainment, voilà. C'est pas trop mon truc, mais on l'a fait avec cœur parce que il y a un côté aussi Mission Impossible. Je parlais de société de consommation, etc. Je veux dire, quand on va voir un gros blockbuster au cinéma, on va voir Mission Impossible, c'est la même chose. Enfin, il y a pas à snobber MrBeast et ne pas snobber Mission Impossible, où ça reste du gros divertissement en fait, où c'est des gamins qui s'amusent à faire des cache-cache sur une île déserte, des choses comme ça. Voilà. Avant, le doublage concernait plus les séries, les films, et là on voit que c'est un YouTuber. C'est aussi pas mal de voir que certains contenus sur YouTube sont doublés par des vraies personnes et pas par une IA, évidemment. Exact. Ça, on en parlera évidemment après sûr. dans l'émission de cette IA qui vous pose certains problèmes ici en Belgique et aussi en France, partout. Là où il y a des doubleurs, l'IA peut poser problème. Ouais, ça nous chipote, ça nous rend un peu anxieux. Ouais. Ça, on en parlera évidemment plus tard dans l'émission en long et en large. Mais d'abord, on va parler de toi. Comment t'as réussi à rentrer dans cette industrie? Les toutes premières fois, c'est grâce à un stage de l'IAD. En 2006, je pense, c'était vraiment la dernière année à l'IAD. On a fait un stage professionnel organisé par l'IAD, donc là où j'ai fait mes études, à Louvain-la-Neuve. Je suis sorti en 2006, et donc un des dernières étapes, c'était ce stage de doublage. À l'époque, c'était chez Made in Europe, qui n'existe plus. Le bâtiment existe toujours, on y fait toujours des voix du doublage, mais ça s'appelle plus Made in Europe. Mais donc on a fait un stage d'1 semaine là-bas.
Et on était à peu près donc une douzaine, 12-15 personnes de ma classe. Certains ont accroché. C'était vraiment une initiation doublage avec 3 DA différents, 3 directeurs artistiques différents. Et il y en a pour qui ça a fonctionné, pour qui à qui ça a plu, dont moi. Et on a travaillé assez vite. On était 3, je crois, 3 ou 4. Et on a travaillé assez vite, quoi, les mois qui ont suivi. Ok. Voilà. La première voix que tu as doublée, c'était quoi? Alors c'est difficile à dire. J'en parlais hier encore avec une copine parce que je savais qu'on allait venir ici et elle m'a dit non, tu te souviens, on s'était croisés sur l'Histoire sans fin, la série qu'on avait doublée dans les années justement début 2000 avant 2010 où je faisais un copain d'Atreyu, un truc comme ça, un copain de classe. Je crois, donc elle m'a rappelé que c'était ça, qu'on était assez jeunes parce que j'étais assez paniqué par le fait de devoir faire du doublage. J'étais assez paniqué par le fait d'essayer le doublage avant l'IAD. Je traînais un peu dans les couloirs aussi. Mon père m'emmenait, parce que mon père est comédien, il en faisait à l'époque pas mal. Maintenant moins, mais il en faisait pas mal à l'époque. Et il me prenait avec lui, donc j'allais voir. Il faisait le papa Franklin, la tortue. Je crois que la gare n'a jamais connu autant d'animation dans ses murs en un seul jour. Et j'étais un peu vraiment très discret, très peureux. Je n'osais pas trop. C'est un truc de voilà. C'était un truc qui m'intriguait, mais que je me voyais pas faire au début du tout. Puis à un moment donné, il y a eu ce truc-là. J'ai pu être appelé pour ça, pour l'Histoire sans fin. Il y a eu beaucoup plus tard. Donc je crois que j'ai fait un rejet un peu. Puis je voulais plus être sur scène, faire des auditions de théâtre, etc. J'ai fait pas mal de théâtre avec une compagnie française jusqu'en 2016. Puis le doublage m'a rattrapé, où là c'est devenu vraiment le plan A. Mais donc ouais, après je suis revenu dans le game et après mon stage à l'IAD, vers 2006-2007, là ça a vraiment commencé. Donc ça a commencé avec des telenovelas, des choses comme ça, genre La famille Serrano, Los Serranos, une telenovelas espagnole. C'était un peu le début des telenovelas, des soaps espagnoles. Où j'ai fait un ami de la famille, voilà, et puis je crois que c'était Davidé, appelé DVD, parce que c'est très vintage, parce qu'il était bon en technologie, tout ça. Puis il y a eu All Saints, une série un peu genre urgence, où j'ai fait un médecin. Voilà, puis ça s'est enchaîné, voilà. Une fois que t'as un pied dedans, en fait, généralement, on te rappelle, quoi. Ouais. Généralement, c'est le cas, quoi. Ouais. En général, oui. Si vraiment tu commences à faire tes armes. Au début, c'est vraiment, tu fais des tout petits rôles, des ambiances. Les ambiances, c'est des groupes. C'est quand il y a des services ambiance où on fait appel à plusieurs comédiens. Et c'est pas que des débutants. Il y a quelques débutants parce qu'on essaie, les DA en général essaient de permettre aux débutants de faire leur premier pas. Mais c'est quand même, il faut être comme un aguerri parce qu'il y a un sens, en tout cas en tant que comédien, parce qu'il y a un sens de l'improvisation. Il faut un peu improviser des foules, trouver des conversations qui sont pas nécessairement notées à la rythmo, des tapis d'ambiance, de resto, de foule, voilà. Et ça se fait vraiment avec des vrais gens. Ça sonne vraiment naturel, des éclats de rire, puis des petites conversations en parallèle avec la vraie conversation. Enfin, voilà. Ça, c'est les ambiances. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. On a parlé de tes tout premiers rôles, mais ton premier rôle marquant, tu vois, où tu t'es dit, tiens, celui-là, je sens que ça va me faire décoller. J'ai dû doubler dans un film qui s'appelle Amelia. C'est sur une des premières, je crois la première aviatrice à avoir traversé l'océan, quelque chose comme ça, en avion. C'était au début de l'aviation. La première femme, c'est avec Hilary Swank. Et j'ai doublé Ewan McGregor. Ewan McGregor, j'ai pas trop à le situer, je pense. Notamment Trainspotting, c'est là j'étais complètement tombé amoureux du film, de ce comédien. Si tu loupes cette île, tu es à court de carburant avec 3000 km à faire. Je la louperai pas. Pour moi, c'était un petit peu trop tôt. Je crois qu'il était un peu plus âgé que moi. Je pense que la DA a voulu me mettre un petit challenge et je pense qu'elle s'est dit que ça allait certainement fonctionner avec l'énergie du personnage, etc. Surtout le personnage, parce que tu doubles un personnage, tu doubles pas un acteur, on te caste pour un personnage. Et là, je pense qu'elle s'est dit que ça allait fonctionner. Et je me suis trouvé à ce moment-là. Enfin, je l'ai fait vraiment avec cœur et voilà, on est. T'es le nez dans le guidon, tu vas jusqu'au bout du voyage.
Mais à l'issue de ça, je me suis dit, tiens, j'étais peut-être un peu trop jeune, un peu trop immature pour faire. J'avais pas encore peut-être assez. J'avais peut-être pas les armes pour faire ce personnage-là, interprété par Ewan McGregor. Voilà. C'était un peu. C'était le premier gros truc où je me suis dit, c'était assez énorme. Voilà. Ewan McGregor, qui est un grand acteur. Ouais. Certains grands acteurs choisissent leur voix dans les VF et dans les autres langues. Ça peut arriver, ça t'est déjà arrivé? Je crois que ça peut. Je pense pas que c'est l'acteur qui choisit. C'est peut-être déjà arrivé, mais moi j'ai jamais entendu parler de ça. C'est souvent les prods. C'est souvent les prods qui décident. Et d'ailleurs, il y a des voix on peut dire officielles, surtout en France. Pour les gros blockbusters, pour les grosses franchises, les Marvel, etc. Il y a des voix attitrées. En Belgique, ça peut arriver, mais c'est plus de la fidélisation entre prod et acteurs. C'est-à-dire que, et en France aussi d'ailleurs, il peut y avoir des acteurs de doublage un peu déçus. Ça peut arriver de pas redoubler, de pas doubler leur acteur déjà doublé auparavant. Okay. Ça peut arriver, c'est pour des questions de copinage, des questions de prod. Parfois, c'est lié au personnage aussi. Il y a des prods qui disent, moi, je trouve que le personnage qui est à tel point grimé différemment, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a un acteur que j'ai beaucoup doublé, c'est Matteo Simoni, un acteur flamand, un peu une star en Flandre. J'ai doublé dans plusieurs trucs, dont dans Marina, un film sur l'immigration italienne. Du fait que je sois à moitié italien, d'ailleurs, c'était aussi une très belle aventure. J'ai dû chanter la chanson Marina de Rocco Granata, chanson un peu culte des années 50, internationale, et qui nous vient de Belgique. Donc c'était assez touchant de faire ça. Mais lui, je l'ai doublé. Il y a des fois où je l'ai pas doublé. Et je l'ai doublé genre peut-être 5 fois dans 5 ou 6 produits différents. Et à un moment donné, tu passes un casting pour lui, et t'as pas le casting. Et parfois, ça passe d'une oreille à une prod, à une autre, et puis le bruit du couloir fait son chemin, et c'est Maxime qui faisait le Matteo Simoni, on va le remettre dessus. Ça revient sur toi, quoi. Ça revient, mais parfois pas, pour des raisons d'ajustement, est-ce que vraiment ça convient au personnage, est-ce que sa voix rentre dans le personnage, est-ce que ça peut arriver de pas le faire. Donc il y a des voix officielles attitrées. Mais que ce soit en France ou en Belgique, il y a des exceptions. Toi, ton taf, donc t'arrives, tu sais très bien quelle ligne tu vas dire, quelle chose tu vas dire. Tu as déjà travaillé le texte avant d'arriver en studio? C'est une question qu'on pose souvent. Je sais pas si on déçoit en disant le contraire, mais pas du tout. Vraiment pas, il n'y a pas de préparation. La seule préparation qu'on a, c'est en arrivant. On arrive dans le studio et on te pitch. On te pitch on te fait un pitch, un synopsis assez rapide sur le produit, sur la série, sur l'épisode. Si tu passes que dans un épisode, on va t'expliquer ce qui se passe dans l'épisode, on te resitue un peu l'action, on parle de ton personnage, on en vient très vite à ton personnage. On te décrit ton personnage, etc. Parfois tu le connais déjà, parce qu'il revient, mais quand c'est nouveau, on te situe la chose. Et c'est tout en fait. C'est vraiment la seule préparation, c'est le pitch du directeur artistique. Après, on essaye une première fois, on regarde la VO, bien sûr, une première fois, parfois 2, si on a besoin de la voir une deuxième fois pour se mettre dedans. Mais donc voilà, ça va très vite en fait. On se rend pas compte à quel point ça va vite. Après, on n'est pas toujours censé savoir courir, être rapide. Au début, ça prend plus de temps évidemment pour te mettre dedans. Mais en général, pour tout le monde, c'est le même cas. Ça va assez vite en fait. C'est en ça aussi qu'on aime. Moi, que j'aime bien ce métier, c'est que il y a pas ce côté. Ce côté un peu réflexion existentielle sur le personnage, travail de table comme on peut avoir au théâtre, etc. Je dis pas ça du tout péjorativement. Péjorativement, pas du tout. Enfin, c'est vraiment 2 métiers différents. Dans le doublage, on va droit au but. Il y a un côté un peu, on doit faire ses armes, mais à un moment donné, on cherche pas midi à 14h. On y va, on regarde la VO. Il y a beaucoup d'informations déjà.
Tu peux la regarder une deuxième fois si tu veux, mais tu dois être attentif à la lecture, à la rythmo. Donc là, ce texte qui défile sur la bande rythmo. Surtout, le plus important, c'est vraiment l'image, les yeux du personnage, comment il appuie sur les mots, son état, etc. Ça, c'est le plus important. Le texte, un peu un copion, qui défile en dessous, que tu checkes vite fait. Et donc voilà, si t'as pas compris un mot qui est un peu trop scientifique, on le revoit. Mais il y a un côté, il y a une notion de... Si on parle de conduite, par exemple, si on fait une métaphore avec la conduite, avec le côté pilote, il y a un côté où au théâtre, on est un peu un pilote de 4x4 comme ça. On cherche des chemins, on s'aventure un peu plus, on a le temps de s'aventurer. Enfin, ça fait partie du processus pour trouver le personnage. C'est un peu un terrain cabossé. Il faut un peu plus de temps. En doublage, on a un peu plus des pilotes de karting ou de Formule 1, quoi. C'est vraiment, c'est tout de suite trouver le bon angle, la bonne chicane. Je sais pas si tu dois être efficace, ouais. Absolument, tu dois être efficace. Et oui, et c'est un autre sport, quoi. Voilà, c'est vraiment un autre sport, c'est une autre approche. Tu dois trouver ta voix assez vite. Voilà. C'est surtout aussi que tout est fait déjà, en fait, quelque part. Ouais. Tout est déjà fait, on a déjà tout devant les yeux. On marche un peu sur le fil des intentions d'un acteur qui a déjà travaillé le personnage. Et donc on reproduit ça. C'est pas perroquet. C'est pas exactement la même note, on doit se réapproprier le personnage, clairement, parce que c'est déjà pas la même culture qu'on a. On peut pas retranscrire. C'est pour ça on en reparlera avec l'IA aussi. L'IA ne fait que copier la musique, la musicalité, mais ça ne marche pas en fait. C'est pas juste. On ne peut pas avoir la même musicalité qu'un Américain, qu'un Espagnol. C'est pas du tout les mêmes inflexions de voix, tu vois ce que je veux dire? Tu dois l'intégrer dans ta culture. Dans ta culture, ouais. Exactement. Dans le jeu, même la culture du jeu n'est pas la même que la culture du jeu aux États-Unis. Donc on doit vraiment, c'est pas la même musique, quoi. On doit vraiment se réapproprier les choses, tout en gardant ce qu'on nous propose, quoi, ce qui a été trouvé avant nous. C'est ça. Donc, lorsque tu te retrouves face à l'acteur qui a déjà joué la chose, tu dois reproduire ses gestes, etc. Tu doubles debout. Alors, ah ouais, complètement. Pour ceux qui n'ont jamais vu un studio de doublage, tu vois, explique-nous un peu. T'es donc debout avec une image qui défile et des textes qui défilent également. Ouais, clairement, c'est ça. Il y a vraiment, contrairement à ce qu'on croit, il y a un vrai travail de mimétisme, de voix, etc. Clairement. Mais contrairement à ce qu'on croit, on bouge beaucoup au micro, en fait. Certains bougent énormément, d'autres moins, mais il y a beaucoup qui bougent énormément. Et même de manière démesurée, parce qu'on doit compenser une énergie, un mouvement en étant statique. Donc on est obligé de compenser par des mouvements, par des grimaces. Voilà, c'est très important d'être le plus juste possible, d'être vraiment dans une justesse, comme on disait, à travers notre culture à nous, etc. Mais clairement, au son, il faut, pour que ça sonne juste, il y a clairement un travail de corps. Ouais. Il y a un travail de corps parce que... par exemple, quand tu es dehors, que tu es en mouvement, par exemple, simplement, il y a plein de scènes où, en travelling, où tu marches à côté d'un autre personnage, enfin, ton personnage marche à côté d'un autre personnage, et ça s'exprime, tu dois être debout, ça réagit parfois. Ouais. Tu es obligé de réagir comme la personne. Ouais, tu es obligé, même parfois plus. Il y a même des fois des personnages qui sont pas nécessairement très en mouvement à l'image, mais nous on en fait parce que c'est pas les mêmes conditions, c'est pas du tout les mêmes conditions, c'est pas la même infrastructure, c'est pas le même environnement du tout, quoi. On est dans une cabine ou pas, mais on est quand même très étriqué, on est avec un micro. Il y a cette contrainte de pas trop bouger non plus. Ça nous arrive aussi attention, tu sors Alex pour en témoigner. Quand tu sors du micro, c'est ça. Parfois tu bouges un peu trop, ça peut arriver parce que t'es tellement dedans que tu bouges trop, donc il y a des trous de son. Donc tu dois quand même rester. Il y a quand même un côté un peu statique, mais donc il y a un côté un peu, tu vois, genre attends, j'arrive. Tu vois, tu fais un manga par exemple, tu vois, genre à la Inazuma Eleven, Olive et Tom, tu vois, où il court t'as l'impression que le terrain fait 400 mètres, tu vois,
tu vois, t'es obligé de. Sinon, c'est fabriqué quelque part. Si tu le fais pas, tu fabriques, tu trafiques quelque chose, tu vois. C'est pas juste. T'es obligé d'être aussi essoufflé, d'être essoufflé. T'es obligé. Ouais, clairement. Exactement. Vous êtes plusieurs à doubler dans le même studio, ou bien tu le fais vraiment dans ton coin, t'as le studio pour toi. Si vous êtes dans une scène à deux, est-ce qu'il y a l'autre doubleur avec toi? J'aimerais qu'on soit plus souvent tous ensemble, parce qu'il y a vraiment un truc de justement de. Il y a le plaisir de jouer ensemble, plaisir de voir ses camarades, etc. Il y a eu l'époque Covid qui a fait qu'on pouvait, à un moment donné, on a fait des enregistrements isolés. Donc c'était vraiment personne par personne. Donc on dit ça dans le jargon, on dit en track. Donc on a beaucoup enregistré en track. Donc vraiment tout seul au micro. Et en fait, ça se fait encore. Moi, ça m'arrive souvent de travailler avec un partenaire, une partenaire, mais on travaille de plus en plus tout seul. Ça arrive. Donc on a les partenaires dans le casque. Sauf si on a, mais ça c'est comme pour tout, voilà, sauf si on n'a pas encore enregistré de personnage, mais en général quand les autres sont enregistrés, tu les as dans le casque. Et pour que ça réponde quoi, un maximum. Mais c'est vrai que voilà. Et en fait, on s'est aperçu aussi que c'était plus rentable de travailler pour certains rôles, pour des rôles principaux par exemple. C'était plus rentable de travailler tout seul. Ok. Parce que c'est vrai que la notion de travailler ensemble, tu perds plus de temps, fatalement. Tu vois, tu dois diriger l'un, l'autre, tu dois attendre que la personne ait fini sa scène pour toi faire la tienne. Donc, parce qu'on n'est pas forcément tous dans les mêmes scènes. Donc, ça voyage et donc t'attends beaucoup, puis tu reviens au micro. Donc, ce système-là de travailler tout le temps ensemble se fait moins. Parce qu'on a, donc c'est un peu le bon côté, entre guillemets, pardon, je suis en train de déménager le studio, le bon côté de cette période un peu de Covid où il a fallu un peu redéfinir la manière de travailler, etc. Ça nous a permis de voir que parfois, travailler tout seul, on gagne plus de temps. Tu perds pas en spontanéité, tu vois, quand t'es pas avec l'autre acteur ou actrice qui doit jouer la scène avec toi, tu arrives à garder autant de vie dans ta voix si t'es pas à côté de l'autre doubleur. C'est toujours plus sympa, c'est toujours plus... ça nourrit toujours plus d'être avec un partenaire. Ok, clairement. quand même, ouais. Clairement, oui, bien sûr. C'est juste que c'est plus efficace d'être seul, quoi. Oui, après... oui, puis des fois, c'est vrai que tu peux être plus concentré quelque part sur ton rôle. De toute façon, tu as le répondant dans le casque et tu peux vraiment, on arrive à faire un truc, question-réponse. Je veux dire, on fait attention quand ton partenaire n'est pas là. On fait attention aussi, par exemple, de faire attention de bien montrer que tu te fais couper par la personne, tu vois. Donc on sait que, et on réécoute avec la partenaire qui était pas là, mais on réécoute, voir si ça marche, si ça se répond. Enfin, il y a une réécoute derrière, on fait attention, etc. Donc au niveau du résultat, et on en a tous conscience, ça n'abîme pas le résultat de ne pas toujours être avec son partenaire. Mais c'est toujours plus agréable, c'est toujours plus jouant. On sort une spontanéité parfois à laquelle on s'attendait pas. Donc voilà. Ça t'arrive certains jours de jouer deux rôles différents, de doubler deux personnages différents? Ouais, bien sûr. Ok. Tu peux faire un psychopathe qui kidnappe sa psychothérapeute le matin, un peu trash directement. De bon matin, tu peux faire un truc un thriller, tu vois, psychologique. Et puis l'après-midi, tu peux faire une grenouille complètement folle et surexcitée dans un dessin animé Disney, quoi. Ça te pose pas de problème, ça? T'arrives à te mettre dans le personnage directement? Non, c'est chouette parce que ça réveille des couleurs, une palette, ça réveille ta palette d'émotions et de... Voilà, c'est cool en tant qu'acteur. En fait, c'est ça qui est chouette dans le doublage, c'est que parfois tu te retrouves à faire plus de personnages que Brad Pitt en une année, quoi. Ouais. Donc quand tu fais le compte, voilà. Après, t'as pas tous les avantages de Brad Pitt, mais je veux dire, il y a un truc où en tant qu'acteur, c'est très jouissif, quoi. T'es tout le temps alerte, en fait, dans ton métier. C'est ça qui est cool. Tu passes par plein de personnages différents. Même le gars qui travaille pas
pas des masses, il fera plein de personnages en une année, quoi. Oui, ce qui est intéressant, pour reprendre l'exemple de Brad Pitt, c'est que Brad Pitt va pas jouer des rôles forcément très différents dans ces différents films. Ouais, c'est ça aussi. Tandis que toi, tu dis le psychopathe et la grenouille. T'as Lupin aussi, qui est très dynamique, et t'as d'autres rôles qui sont un peu plus lents. Ça arrive des journées comme ça où tu te dis, ok. Il y a eu vraiment un écart, quoi. Tu préfères doubler de l'animation ou un film en prise de vue réelle? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, ce serait con de se priver des deux, quoi. J'ai vraiment pas de préférence. Après, ça fait du bien. Quand t'as une période où t'as fait que du manga ou de te retrouver, ou que des trucs sérieux, de te retrouver dans des emplois différents, quoi. Quand t'as fait, je sais pas moi, que du Disney, des trucs, des dessins animés Disney, ou que du manga, ou que du Cartoon Network. Quoique Cartoon Network, on avait fait un truc Regular Show, un dessin animé, où là, justement, Rigby, incroyable, c'était trop chouette à faire. Pas dire ce que t'as dit! Une seule de mes fesses a été touchée, et tu le sais! Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Et même qu'on t'appelait Monofesse. Oh, si je t'appelais à nouveau comme ça? T'as pas intérêt! Qui c'est que je vois là? Mais c'est Monofesse. J'espère qu'il a pas l'intention de jouer à la castagne avec une paire de fesses dans cet état-là. La ferme, regardez pas! Je gagnerai un jour à la castagne, vous verrez! Dès le casting, on demandait d'avoir une énergie très désincarnée, très cool, très presque cinéma d'auteur américain, tu vois. C'est vraiment, t'entends que les personnages jouent, le son est très feutré, très salon, comme ça parle, et c'est très naturaliste comme jeu, donc voilà, il y a des fois où tu t'adaptes à ça. Mais j'ai pas de préférence en fait, parce que il y a des fois où tu te retrouves, je te dis, tu fais 2-3 semaines de manga, puis ça fait du bien de tomber sur un agent secret, tu vois, dans une série Arte. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est un truc plus chill, quoi. Ouais, ou en tout cas, même s'il y a de l'action, un truc où tu fais une vraie personne. Oui, c'est ça. C'est survolté quand même, les animés. Ça dépend des périodes, quoi. Ouais. Mais des fois, ça me manque de faire un bon gros manga. Voilà. Pour se défouler un peu, quoi. Ouais, il y a un côté défoulatoire, clairement. On est en Belgique, on est fort avec les accents aussi. Ouais. Tu joues beaucoup de ça quand tu es face à une représentation que tu dois faire, un doublage que tu dois faire, tu dois jouer avec tes accents et tout. Avant de répondre à ta question, je prends un chips. Fait. Parce que c'est une question un peu... Ils sont là, ce serait bête de les jeter quand même. Oui, ils sont là, et je déteste, et un truc que je déteste dans les films, c'est quand les gens ne mangent pas. Il y a à manger, ils sont une scène de repas, et en fait, ça n'ose pas manger. Peut-être qu'ils ont refait trop la scène, c'est pas très bon ce qu'ils mangent, tu vois, mais c'est ce truc de, t'as des victuailles, et ça ne mange pas. Tu vois, c'est ce côté. Tu doutes bien, alors qu'ils les jettent après. Nombre de séries, regarde le nombre de séries où ils mangent, enfin non, surtout n'y pense pas parce que ça va te foirer le... Tu vas psychoter là-dessus. D'ailleurs, c'est souvent dans les plats et dans les verres que tu remarques les faux raccords, quoi. Oui, bien sûr. Beaucoup de faux raccords. Mais t'es raccords. foutu si tu commences à regarder à ça dans les films. Ouais. Les gens qui ne mangent pas les faux raccords. Il y en avait beaucoup dans Le Flambeau avec Joko. Je sais pas si tu as regardé Le Flambeau. Mais en même temps, ça se veut humoristique, caricatural. Mais bon. Carrément caricatural, ouais. Mais bon, donc, je pense mais ça détourne du sujet, quoi. Ouais, exact. Ouais, exactement. En Belgique, on joue donc fort avec les accents, on était sur ça, oui. On prend une petite cacahuète. Mais fais et un petit verre d'eau, sinon je n'arriverai pas à parler. Mais en gros, beaucoup trop loin cette table. C'est pas grave. Mais on peut la rapprocher. On peut la rapprocher, tu sais. Merci beaucoup. Fais comme chez toi. Le gars qui a des desiderata sur le... Arrêtez de mettre la table trop loin, on ne sait pas manger les chips. Mais ils sont plus proches maintenant. Les accents, c'est un peu tricky, les accents. C'est un peu touchy. J'adore dire plein de mots, des adjectifs en anglais. Des adjectifs, tu vois, adjectif. Voilà, je sais le dire. On peut l'enregistrer. Il y a des adjectifs en anglais comme ça. C'est un peu insupportable. Il y a des mots en français. Il existe des mots en français. C'est un peu délicat. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un peu délicat, les accents, parce que le problème avec les accents, c'est déjà, il faut que ce soit bien fait. Il faut que tu sois soit un peu natif, ou natif tout court. Il n'y a pas de un peu natif. À moitié naître, à moitié, ça n'existe pas. Mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut il faut savoir le faire, quoi. Faut avoir le skill. C'est ça. Un mot en anglais. T'as jamais doublé avec un accent belge un américain? Non, mais ça pourrait se faire.
Mais on n'ose pas, et ça m'énerve un peu. On est un peu frileux par rapport aux accents. Il y a une époque où on le faisait beaucoup. Après, on a une époque aussi où l'accent peut signifier une forme de racisme aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est surtout quand c'est mal fait et que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la culture. Par exemple, il y a un truc qui marche pas, souvent qui ne marche pas, c'est l'accent russe. Il y a beaucoup de méchants russes, dans les séries, il y a beaucoup de Russes. Oui. Et ça fait partie, ils alimentent énormément le marché, l'industrie du cinéma, les Russes, dans les personnages et tout ça. Et on essaye parfois de faire, il y a beaucoup de séries, même des séries assez récentes, on essaye de faire l'accent russe. Pour moi, ça marche pas. Il suffit pas de rouler les R et d'avoir une petite musique. Papa, dis pas, tu jures, moi, ça. Tu le fais bien quand même. Ouais, mais c'est très très vite cliché, c'est très vite, on sait pas si c'est cliché, portugais ou russe. Fais-moi un accent portugais-russe, au moins là c'est clair, tu vois. Mais fais-moi un accent russe, ça vexe en fait. Ça peut vexer aussi les communautés, et je comprends, c'est pas pour être politiquement correct vrai, et ne plus et effacer tous les accents. C'est pas ça, j'adore les accents. Mais quand ils sont bien faits. Il faut que ce soit bien fait, quoi. Il faut que ce soit bien fait. Et c'est cool parce qu'on est tous un peu, on a tous des origines. Et c'est cool quand on peut faire un peu l'accent italien. Moi, je tiens un peu l'accent italien. Je suis à moitié italien. Ma maman est italienne. Je peux un peu le faire. Malheureusement, les Herviens ne sont pas assez représentés dans les films, je trouve. Ça manque de fermiers herviens ou de mecs qui travaillent à la poste à Herve. C'est dommage. On ne peut pas faire l'accent hervien. Ce serait trop chouette. Que fais-tu ici donc, toi? Moi aussi, ce serait dommage, tu vois. Mais ce serait cool, mais c'est dommage, on peut pas le faire. On peut pas encore. Non, on pourrait faire l'accent marseillais pour un côté un peu plus terroir, tu vois. On pourrait, mais c'est la même chose. Ça doit être bien fait. C'est surtout ça en fait. Pour moi, c'est pas une question de, faut pas vexer les gens. Ça doit surtout être bien fait en fait. Il faut que quelqu'un sache le faire. Oui. Tu vois ce genre de contenu Next et autres, où t'as une voix de doublage avec toujours la voix anglaise qu'on entend derrière, ça t'as déjà fait? Les voice-over. Ouais, c'est ça. Manque de bol pour Shona, quand on voit l'état de sa Toyota Celica 90, ça donne aussi une idée de l'infini. Mais je vais changer tout ça. Je vais l'améliorer une bonne fois pour toutes. Je vais tuner sa caisse. Allez, venez. C'est à chaque fois très marrant. Télé-réalité, etc. MTV, MCM, tout ça. C'est toujours très très exagéré. On essaie en tout cas avec les prods avec lesquels je bosse, de pas trop exagérer non plus. D'être plus ou moins dans l'énergie du mec. Parce que c'est vrai que on peut être too much en tant que VF sur certains trucs comme ça. T'as déjà doublé une scène où tu t'es dit waouh, je m'y croirais quoi. Tu vois, ça vient te chercher émotionnellement. Ouais. Il y a beaucoup de scènes comme ça où tu t'impliques vraiment émotionnellement. Ouais, clairement. Il y a des scènes comme ça où on termine toujours une scène. C'est souvent quand t'es ému, c'est souvent des bons trucs. Et en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour un acteur, d'un acteur normal, un acteur de tournage, et pour un acteur de doublage, c'est souvent du pain béni d'avoir des scènes comme ça hyper justes d'émotion, où tout est clair, c'est hyper, c'est limpide. T'as juste à te caler dessus, t'es vraiment sur un tapis de velours comme ça. C'est hyper agréable. Quand t'as un petit peu acquis d'expérience, l'émotion, c'est pas quelque chose qui te fait peur. Et c'est une vibration qui vient spontanément. Il y a juste le texte qui te donne les rails de ce qu'il y a à jouer. Mais non, c'est super bien quand t'as une scène très juste. Et en général, on va jusqu'au bout, on prend le temps de le faire, etc. Ça peut être très très chouette. Il y a des films comme un film avec Demi Moore, c'est Ezra, je sais plus, Ezra Miller, je crois, le gars que j'avais doublé, Ezra quelque chose, dans un film qui s'appelle Another Happy Day, qui est un film sur un gamin qui prend du fentanyl. Ah oui. Dans une famille très bourgeoise. Et c'est un film de famille, avec des non-dits, avec des secrets au placard, avec le gamin qui prend le fentanyl du grand-père qui est en phase terminale de cancer, qui est hyper loin, qui fait des petits c'est un gamin, je crois, qui fait aussi une espèce de docu dans le film, qui a des rêves de journaliste. Et là, donc c'est très émouvant parce qu'il passe par plein de trucs. Donc c'est vraiment un jeune personnage toxico, quoi, mais en cachette.
Et il y a des moments où il parle vraiment, il fait un peu... il y a des moments de vérité où il parle à la famille, etc. Il y a toutes les émotions. Et en fait, c'est pas dur à jouer, en fait. Quand c'est bien, en fait, c'est pas compliqué à jouer. Tu te mets dans sa peau, tu te mets dans sa peau et alors oui, ça te travaille, clairement. Ça te travaille, Maxime. Mais tu prends un grand souffle, une grande respiration et tu traverses le truc, quoi. Voilà, et puis t'as tout qui est noté à la rythmo, t'as les sniffs à la rythmo. Ah oui, carrément. Un débutant va faire sniff. Non, ah merde, je dois pas le dire. Ça peut arriver, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de dire. Je crois que ça m'est déjà arrivé il y a écrit manger. T'as un repas de ministre, mais tu vas pas dire manger. Tu vois. En fait, c'est parce que t'es censé mâcher, quoi. T'es censé mâcher. Ok. Donc on fait les mâchouilles. Alors que t'as pas de bouffe devant toi, en fait. Si, t'es en train de manger, mais il est écrit manger à la rythmo. Voilà, tu vois. tu dois faire semblant, quoi. Tu dois faire, oui, c'est ça. Et ça m'arrive de prendre moi une banane ou un biscuit selon le. Ça m'arrive pour mieux faire semblant. Parce que je parle tout le temps la bouche pleine. Bah pour mieux faire semblant. Ça c'est chouette, j'adore faire ça. Le côté bruitage, voix bruitage, c'est trop gai. Ça doit être pas mal aussi. Mais des bons bruits de bouche là. Ouais. Et parfois, tu vois, des fois c'est compliqué. Il y a des personnages où c'est compliqué l'émotion. Parce que c'est pas bien. Il n'y a pas eu assez de temps au tournage, ou ils n'ont pas été jusqu'au bout. C'est pas toujours l'acteur qui est mauvais en face, c'est les moyens, il a peut-être pas eu de coach, il en aurait eu besoin à ce moment-là. Il y a des grands acteurs qui ont toujours des coachs. Et en fait, ça t'arrive de voir tu dois doubler de l'émotion, ou même des trucs de Noël, tu vois, des films un peu romantiques, un peu à l'eau de rose, pas terribles, où il y a une émotion, etc. Et donc c'est très dur tu vois que le gars fait beaucoup de grimaces. Tu vois que c'est très, ça a l'air compliqué pour lui, ça a l'air assez douloureux pour l'acteur, tu vois. Et tu dois quand même toi ajuster le truc. C'est difficile de faire mieux, en fait. Faire de l'horlogerie avec du plastique, quoi, tu vois. C'est ça. C'est difficile de rattraper le coup alors. Dans ces cas-là. Mais tu le fais, voilà, tu t'appropries, quoi. Ça a été quoi ton moment le plus mémorable en studio? Le plus mémorable? Ouais, où tu te dis, putain, on vient de vivre un moment de fou là. Ici, vraiment, il y a un truc. Ouais, je me doute. Je trouve qu'il y a un truc. Il y a quand même une vibe. Hein. Ouais, je prends un chips. Faites ça, ouais. Pardon. Ne sape pas mon canapé, hein. Non, tout va bien. Il y en aura peut-être en dessous des coussins. Tu fais comme chez toi, c'est pas de souci. Donc, mon meilleur moment de télé, c'est ici. En tout cas, en termes de... Vraiment, c'est mon premier d'ailleurs. Donc c'est mon meilleur. Formidable. Mais ça passe à la télé, c'est de la radio. On fait c'est carrément de la télé. Ah merde, t'avais pas vu encore les caméras en fait qui filmaient. J'aurais dû aller chez le coiffeur. C'est pas grave. Une espèce de mèche de faux Elvis. Je ne chante pas en plus, je suis doubleur, donc ça n'a pas de sens d'avoir une mèche de Elvis. D'un bon profil, tu vois, il y aura pas de problème. Ça marche. Tout ça est pensé. Hein. Tout est contrôlé d'ailleurs. Tout est d'accord. C'est de la télé. Est dans l'esthétique. Ok. Cool. Mais donc qu'est-ce qu'on disait? On disait ton moment le plus mémorable. Le moment le plus mémorable en studio. Ouais. À part ici. Il y en a eu. À part ici, je ne sais pas quoi dire. Il y a eu des moments clés comme ça où c'est vraiment jouissif. Sur des trucs qui ont rapport avec mon enfance, un peu. Allez. T'arrives sur un plateau et on te dit. Donc le DA, il nous a déjà, je peux en dire du mal parce qu'il nous a tous foutus dans la merde. Il a plus payé personne et puis pendant 2 ans, personne s'en est rendu compte et puis il est tombé en faillite. Karma. Mais il était très sympa. Mais voilà, on récupérait pas notre thune. Mais bref, donc et ce gars, en fait, me caste sur un dessin animé, un long métrage dessin animé. Et il me dit voilà, donc c'est un Parisien, je crois, le gars. Et il me dit donc voilà, c'est sur un animé donc c'est avec des soldats, des guerriers comme ça, avec des armures. Ils ont tous un signe astrologique. Et donc voilà, je fais mais Chevalier du Zodiaque. Ah, tu connais bah ouais, oui, je connais. Je suis fan en fait. J'adore. Enfin, et je dis dis-moi que tu me mets sur genre mon signe ou j'ai qui j'ai Camus, j'ai machin. Elle fait non, je t'ai mis sur un personnage avec donc lui son signe c'est un cheval ailé, il est rouge et blanc. Mais Pégase.
tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu me donnes Pégase là. Je fais oui, mais je le veux. Et donc le mec ne connaissait quasi pas le truc. Il avait entendu parler vite fait, mais il connaissait pas le truc. Et ce qui est une honte. Ce qui a baigné mon enfance. Enfin voilà. Bref. Et mais c'est pas grave hein, si les gens le connaissent pas. C'est pas grave. Mais c'est quand même assez nul. Mais et donc voilà. Et donc il me dit tu vas faire Pégase, cool. Et j'ai tout donné. Vraiment, c'est le genre de casting que tu veux. Limite, tu vas le foirer parce que tu donnes trop, tu vois. Ça peut arriver. Mais là, c'était genre vraiment... là, j'étais dans un cap, quoi. C'était vraiment, ok, je fais des personnages de héros de mon enfance, quoi. Alors dis-moi, as-tu déjà ressenti le véritable cosmos dans ton cœur? Mais... Les météores de Pégase! Ils avaient ressorti une version longue en 3D. Ok. C'est pas le meilleur des Chevaliers du Zodiaque, clairement, mais il y a quand même un taf de sound design de fou à saluer sur ce truc. La 3D est quand même vachement belle, enfin, les personnages sont beaux, et les personnages sont très, très... beaucoup plus personnifié, plus fouillé, je trouve. Et là, il y avait un truc qui, je trouve qu'ils ont pu peaufiner cet aspect-là. Les personnages, le sound design. Par exemple, le personnage de Pégase est beaucoup plus narquois, beaucoup plus rigolo. Le dragon, le personnage de Shiryu, je crois, le dragon, est plus. Je fais des postillons de chips. Pardon pour ton canapé. Le personnage du dragon, par exemple, est très fanfaron, se la pète, c'est tout de tout. Ouais, j'ai une théorie à ça, machin. Qu'il n'y avait pas trop dans le... Mais ils ont été rechercher un peu les traits de caractère un peu plus prononcés des personnages, voilà. Et ça, je trouve ça cool. C'est bien. Le seul truc qui a fait un peu chier les fans, c'est le raccourci. C'est le problème des lives, enfin des animes en long métrage pour raconter je sais pas combien d'épisodes. C'est le risque. C'est que c'est vrai que certaines scènes, évidemment, certaines rencontres entre chevaliers sont bâclées. Mais je trouve qu'il y a des trucs quand même à saluer, clairement. Ça a été déchiqueté par les fans, mais pas tous. Et moi, je trouve que c'est un truc assez réussi. Alors, c'est un moment clé parce que donc j'ai le casting, je réussis, j'apprends que j'ai le personnage. Et là, c'était énorme, quoi. Je me suis revu jouer dans la cour de récré. Tout le monde voulait. Non, c'est moi qui fais Pégase, c'est moi qui fais. Et là, je fais Pégase en presque vrai, quelque part. À vraiment lancer des météores de Pégase dans le studio, quoi. Ils étaient caniculaires, c'était studio, un très beau studio chez Rec, au -1, je crois. Au -2, plutôt -2. Bref, mes grands studios de cinéma, d'enregistrement, de bruitage, avec les grands rideaux comme ça que tu ouvres et que tu fermes selon si t'es en extérieur ou en intérieur. Et le client était là, le gros client de la franchise. Je crois que c'est la même franchise que One Piece, okay. que d'autres trucs. Plein de grosse pression alors. Donc il y avait le client qui était là. Et ouais, il me demandait justement, tu parlais de s'arracher la voix. Lui, il me demandait vraiment d'aller à fond. Ah ouais. Et vraiment et donc. Il a été servi. Ouais. C'était trop bien. Mais il faisait super chaud dans ce studio, donc j'étais en Marcel. Et je gueulais en t-shirt, je sais plus où en Marcel, très sexy le Marcel, surtout sur moi. Et je gueulais mais toute ma life, vraiment. Je sais pas si je peux le faire là maintenant, mais vas-y, fais-le. Ouais. Donc c'était vraiment genre un truc. Ouais. Non, c'est un peu naze de faire ça. Bon, ça faisait genre attention, il va avoir très mal. Ça faisait genre il module. Ça faisait genre les météores de Pégase. Truc comme ça, tu vois. Et donc, ouais, ça en vrai. T'étais pas prêt, si? Ok, tu l'as eu? Super. Mais c'était un peu dans ce genre-là. Et c'est drôle parce que c'est un truc qui est cette manière de faire aujourd'hui. Il y a un peu des avis divisés. Il y a des gens parce qu'à une époque, si je te le fais le même dans les années 80-90, il y a pas autant de tripes. Je pense qu'il y a eu un truc de vouloir de plus en plus
être raccord au produit initial, tu vois, au projet initial. Aujourd'hui, il y a plus cette habitude-là, ce souci-là, vraiment, j'ai l'impression. Ils ont voulu lisser pendant tout un temps. Les contenus japonais, etc. Oui, et puis c'est une culture, c'est une culture un peu qu'on peut avoir en Belgique aussi, mais qui est très franco-française. Ouais. C'est vraiment le côté... le comédien qui fait la voix avant tout. C'est ça. C'est lui qui s'approprie l'œuvre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une volonté quand même d'être... Et surtout en Belgique, j'ai l'impression d'être vraiment au service de ce qu'on nous propose. Tant sur le son qu'on se réapproprie culturellement, comme je disais, tu vois, on essaie que ça sonne dans notre langue. On va pas jouer comme un Allemand, mais on essaie vraiment d'être fidèle au son, à l'image, tu vois, un max. Il y a une époque où c'était plus... Il y a eu du très très bon doublage dans les années 80-90. Moi, j'adore regarder Bruce Willis en VF. Patrick Poivet, qui n'est plus des nôtres non plus, mais lui, j'adorais, j'étais fan absolu. Il apportait une énergie, une malice dans le personnage, dans l'acteur même de Bruce Willis, que parfois Bruce Willis n'avait pas. Tout en étant ce côté héros, film d'action, il y avait ce côté un peu anti-héros dans la voix de Patrick Poivet, qui était hyper charmante, quoi. Et donc, il y a ce souci aujourd'hui d'essayer d'être vraiment de plus en plus fidèle. Et il y a eu beaucoup de critiques, comme le manga est à la mode, vachement à la mode. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, ont laissé tomber la VF pour revenir à la VO. Moi, je suis très pro VO. Je regarde tout. Je suis pas, voilà, j'ai un super métier, j'adore faire ça. Et il y a un gros marché du doublage. Et c'est très important parce que ça rend visible une œuvre. Un doublage, en fait, ça rend visible une œuvre à travers le monde. C'est ça qui est génial. Tout le monde n'est pas censé connaître très bien l'anglais, l'espagnol, le truc. Donc, je veux dire, avoir une œuvre dans sa langue, ça aide énormément de gens. Des gens qui ont des problèmes avec des sous-titres aussi, etc. Donc, ça rend visible une œuvre à travers le monde. Ça on le répète pas assez. C'est quand même 29 pays francophones. Je crois que on est à peu de choses près. Donc voilà, c'est quand même cool de proposer une VF de qualité au monde entier. Mais donc, ouais, il y a ce truc il y a ce truc de revenir à la VO, et ce qui est dommage, c'est dommage parce que il y a eu tout un temps justement on n'était pas assez fidèles, on mettait pas assez de tripes, je pense aussi. Et il y a des DA aujourd'hui, des directeurs artistiques qui mettent un point d'honneur à ça, à essayer d'être vraiment de donner autant que ce qu'on voit à l'image, surtout pour les mangas, d'avoir ce truc qui s'arrache au niveau, qui grogne, contrairement aux productions américaines où c'est plus francophone. Ouais. Tu peux plus facilement doubler sans faire des éclats de voix, etc. C'est ça, exactement. Ouais. Des productions asiatiques, c'est jouissif d'avoir ce côté, cette précision du japonais, enfin d'avoir cet aspect, cette culture japonaise, de pouvoir la retranscrire, mais d'avoir la même intensité en français, parce qu'on doit l'avoir. Un mec qui appelle les astres et qui envoie des météores, si tu donnes pas un minimum, t'as l'air con. Enfin, tu peux pas, exactement. Voilà. Mais donc voilà, c'est de donner de la même énergie. Et il y a une époque. Juste pour terminer ce truc pour boucler la boucle par rapport aux époques et tout ça, de comment on double les séries, les mangas, etc. Il y a une époque, tu regardes dans les années 80-90, les cris des mangas. Je sais que je m'étais fait défoncer d'ailleurs par tout un tas j'avais reçu des messages genre ce n'est plus du tout ce que c'était les Chevaliers du Zodiaque, etc. Et je me dis mais c'est quoi et souvent c'est des gens un peu vieux, enfin un peu plus vieux que les gens qui regardent en moyenne les dessins animés, etc. Donc des gens qui ont regardé à fond, qui étaient ados dans les années 80, qui regardaient beaucoup de mangas. Il y avait une manière de doubler un peu franco-française justement, un peu théâtrale, un peu comédie française comme ça. Où c'était plus par les météores de Pégase. Tu vois, il y avait un truc un peu. Je vois exactement. Tu prends ça, mais aujourd'hui c'est pas ça. Ouais. Pas que voilà, c'est pas que c'est nerveux. C'est joli aussi. C'est joli aussi, mais c'est francisé, c'est complètement désincarné. Ouais. Enfin, c'est occidentalisé. Et c'est très occidentalisé, exact, et très théâtral. Parce qu'aussi, il y a rien à faire. C'était souvent des gens avec une certaine technique à l'époque. C'était des gens de théâtre qui venaient qui se mettaient à faire du doublage, etc. à l'époque. Et qui déclamaient, quoi. Oui, il y avait un côté déclamé, exactement. Ça a son charme aussi, c'est super, c'est désuet, mais ça a son charme. Aujourd'hui, on essaie de faire comme en japonais, quoi.
pour certaines choses. Voilà. C'est peut-être mieux de coller à ce qui est réellement fait et l'intention qui a été donnée par le réalisateur de base. Je pense que c'est le taf, ouais. J'ai pas l'impression. totalement s'écarter. Voilà, c'est ça. Tandis que là, il s'écartait quand même. Ouais, c'était une liberté. Mais c'était une époque et moi, ça m'empêche pas de regarder ça non plus. Alors, en parallèle, il y a certainement eu des rôles où tu t'es dit, oh non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Jamais ça. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Lesquels? J'ai eu une expérience catastrophique sur un personnage. Je pense sincèrement que la prod s'était plantée. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était un contexte déjà un peu bizarre. Pas très. Je trouvais ça un peu. Je sais pas s'il y a eu des manques de communication, quoi. Il y avait un manque de communication entre Paris et Bruxelles. J'ai pas très bien compris. C'est une boîte dans laquelle je travaillais pas mal à un moment donné. Maintenant plus trop parce que je crois qu'elle fait plus trop de doublage, plutôt des pubs. Et on m'avait appelé pour faire un personnage dans une série live, donc une série avec des vraies personnes, pas des dessins animés, espagnol. Où je devais faire un gars qui enquête, qui fait sa propre enquête sur la disparition de sa fille, quelque chose comme ça, qui décide de devancer la justice, et c'est une série. Je sais pas si je suis bon sur le pitch, mais il y avait un truc comme ça. Et le mec, Taken à l'espagnol, quoi. Voilà. Et donc je suis pris pour le rôle. Je fais voilà, tu me donnes tes dispos, nana, je donne mes dispos, convoque, et j'arrive au micro. Et je vois pas mon personnage. Je fais, mais c'est lequel? Je comprends pas, c'est lequel mon personnage? C'est le gars en arrière-plan. Je me dis, c'est quand même, de ma vie, ce qu'on m'a donné comme convocation, il doit être plus important, donc c'est bizarre que ce soit un petit rôle derrière, machin. Non, tu vas faire le gars là en premier plan. Et là, à ce moment-là, je dois avoir 35 ans, les 42 aujourd'hui, je dois avoir 35 ans, un truc comme ça. Et le mec a 60 ans. Le mec a 60 ans, 63 ans, en phase terminale, avec une voix hyper, vraiment avec des basses, avec un truc hyper lent, pas mon énergie du tout. Enfin voilà, après je peux adapter mon énergie, mais... Et donc vous êtes sûr? Et donc vraiment à contre-cœur, je commence le rôle, j'enregistre le rôle et dans une anxiété de ça ne va pas aller, ça va pas le faire, le résultat va être merdique. Et donc vous êtes sûr? Je m'arrête, tu vois, à un moment donné, je dis les gars, vous êtes sûr que c'est pour moi le personnage? Je comprends pas. Oui, c'est un tel qui t'a mis dessus à la prod à Paris, c'est pour toi, t'inquiète, tout va bien. Ok. Et donc je continue à trafiquer ma voix, à rester dans les graves, à faire un truc. Et à un moment donné, il est à l'hôpital, pareil. Enfin, il est dans un truc qui ne me correspond pas, quoi, vraiment pas. Et alors, je termine la session. Je crois que j'avais peut-être une demi-journée ou une journée, je sais plus, de travail. Et je retourne vers la prod. Et là, j'ai son. Et je leur dis, les gars, je suis désolé, ça va pas le faire. Je peux vous donner des noms, si vous voulez. Je vous donne. Il y a un tel qui conviendrait super bien. J'ai l'impression que vous avez. Je sais pas si c'est parce que vous manquez de. Vous manquez de noms ici en Belgique. Ou de noms, ou de personnages, ou d'acteurs capables de jouer le rôle. Tu leur dis erreur de casting, quoi. Je leur dis ça. Ouais, c'est ça. Je leur dis ça. Et non, c'est vrai. J'ai vérifié, et je crois que le gars vérifie, il dit c'est bien Maxime qui fait le rôle de machin. Oui, c'est lui. Et donc j'ai terminé le rôle, je crois qu'il y avait... Bon, heureusement, c'était une saison, mais c'était assez long. Je crois qu'il y avait genre 10 épisodes, un truc comme ça. Oh là là. Je sais plus le nom. J'ai essayé de retrouver le nom. J'ai complètement zappé le nom de la série espagnole. Et je me réécoutais. Parfois, on réécoutait évidemment, on réécoute en français. Et ça n'allait pas, quoi. Enfin, l'ingé son me disait franchement, bon taf, quoi. Franchement, c'est cool. Mais avec cette malice de... On n'aura pas mieux, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est bien ce que tu fais, t'inquiète. Ça tout va te bien, ressemble tu pas, vois. quoi, évidemment. Non. Et à un moment donné, en fait, c'est passé en fou rire, en fait. Ok. À chaque, je lui disais au revoir en partant. Bon, Mathieu, salut, je retourne chez moi. C'était vraiment une super journée. Merci beaucoup. J'ai un peu mal à la gorge, mais ça va aller. Et en fait, donc je le voyais, je lui parlais comme ça. Ok. Mais c'était un vrai marrant. fiasco.
C'est marrant quand même. Ouais, c'est D'être pas- mis sur un je suis rôle comme vraiment ça qui ne je te suis vraiment correspond pas, désolé, quoi. voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai cité des noms. Alors ça, c'est un rôle qui te collait pas, mais t'as peut-être eu des demandes bizarres aussi. Ça t'est déjà arrivé, ça? Des demandes bizarres, oui. Oui, certainement. Par exemple? Tout le temps. Tout le temps? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a quand Tu même, peux nous t'es dire. quand même souvent. Les gens réfléchissent quand même à comment ils te distribuent le rôle et tout ça. Ok. Si. Mais ça m'est arrivé. J'ai déjà fait par exemple une biscotte. C'est très drôle de doubler, oui, une biscotte. C'est marrant. Ok. En plus, c'est une biscotte qui ne vit pas longtemps parce qu'elle veut se baigner. Et donc, c'est un dessin animé, c'est dans Gumball, qui est, je sais pas si vous voyez le monde extraordinaire de Gumball, un truc comme ça. Oui, Je fais plusieurs personnages, dont le policier Donuts, et je crois que c'est lui que j'ai quelques petits rôles. Et je fais une biscotte, et à un moment donné, et elle meurt en essayant de se baigner, quoi. Voilà. Évidemment, elle fond dans... Et donc, elle est tout contente, elle voit la mer, et donc ça, c'est marrant, ça. Oui, donc c'est drôle de dire j'ai doublé une biscotte, quoi. Tu as vraiment un personnage de biscotte. Ça, c'est très drôle. C'était assez marrant, des trucs comme ça. C'est drôle. On en rigole en studio, quoi. Okay. On dit, mec, ouais, tu vas faire un de ces trucs là aujourd'hui. Ok. Ça dure 2 secondes, mais tu vas voir, ça va être marrant. T'as déjà dû doubler des productions pour adultes? Je vois ce que tu veux dire. Un peu érotique ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais. Ça s'est fait beaucoup. Il y a longtemps, il y a au début du doublage belge, justement. Je pense dans les années 70-80. Je pense. En tout cas, j'étais pas né. Mais il y avait... on faisait des trucs un peu érotiques. Je sais pas si c'était vraiment porno, mais Ok. je pense qu'il y a eu... C'est possible qu'il y ait eu du porno aussi. Mais tu l'as pas fait, alors? Au début, on prenait ce que... Voilà. Oui, ce qu'il y avait. Ouais, mais on était moins cher que les Français à l'époque. Le marché belge, en général, était moins cher. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Et ouais, ça nous arrivait... À l'époque, il y avait des trucs un peu de sexe, quoi. Clairement. J'ai fait un truc... Pas de sexe, mais je crois que dans mes premiers doublages, j'avais fait un truc un peu teenage qui s'appelait Sex Up Your Life, un peu genre American Pie, tu vois, du sous American Pie. Et j'avais dû faire dans les ambiances, donc je commençais à peine le doublage, et j'avais dû faire dans les ambiances un truc, un mec, un gars d'un couple qui niquait à l'étage, quoi, un truc comme ça. En ambiance, tu vois, on devait entendre que quelqu'un faisait l'amour à l'étage, et donc je devais faire ça. J'étais assez gêné. C'était en plus une directrice de plateau à l'époque assez impressionnante, qui travaille plus aujourd'hui ici, mais qui m'avait un peu dirigé, un peu de manière brutale, un peu pas brutale, mais un peu genre allez, on y va, hein, fais pas ton mijauré, quoi. Et je devais faire des sons de jouissance, quoi. Et tu te retrouvais face à et à un moment donné, le problème, c'est que le personnage, on n'entendait plus que lui. Et donc, j'étais tout seul au micro avec tous les ambianceurs à côté de moi et moi en train pendant 5 minutes, de devoir jouir à l'étage, tu vois. Donc, c'était de faire l'amour à l'étage. Et c'était compliqué parce que je l'ai fait à fond. Puis après, ça m'a quelque part, c'était un peu un bizutage, tu vois, de ça. Ouais. Maintenant, on en rigole plus et on sait que voilà, il y a une vraie distance. On le sait. Mais là, c'était t'es pas sûr de toi, j'ai 23 ans à l'époque, je sors d'école, donc j'ai dû faire ça, voilà. Ok. Un peu... Bisutage. Voilà. Ouais, clairement. Mais c'est marrant. Tu te retrouves face à pas mal de gens, évidemment, en devant fort. Ça fait ça, quoi. Ouais, clairement. Pas simple. Tu parles du marché français. Il y a des différences, évidemment, entre doubleur belge et français. Quand est-ce qu'une production arrive en Belgique? Quand est-ce qu'une production arrive en France? Quand est-ce qu'une production arrive en Belgique, en France? Il y a... c'est le même marché. On a vraiment le même marché. Donc, il n'y a pas de règle. Il y a des choses qui sont doublées parce que c'est moins cher en Belgique. Il y a des choses aujourd'hui, et ça, j'en ai fait les frais pour certains trucs,
ou certains formats où c'est moins cher en France. Donc ça se joue à ça aussi, ça se joue économiquement. Donc sur ce qui est plus cher, moins cher, en France, pas en Belgique. Ça dépend, on n'a pas les mêmes tarifs sur certaines choses. Il y a quand même une chasse gardée, j'ai l'impression, en France. La France qui est le premier pays français avant nous, le premier marché francophone avant nous, clairement. Mais il y a des choses qui se font là-bas, des trucs, des plus grosses franchises parfois. Ça peut arriver, quoique c'est pas tout à fait. On peut dire par exemple que je dirais que tous les Marvel live sont faits en France, mais à contrario, on fait à côté de ça, on fait énormément de films d'auteurs, de très beaux films d'auteurs suédois, des films d'auteurs norvégiens, des belles séries espagnoles, très belles séries espagnoles. On a tout un marché comme ça, tout le marché série Netflix. Il y a une époque, je sais qu'en Belgique, il y a une époque qu'on parlait, il y a pas très très longtemps, on disait qu'on avait un tiers du marché francophone en Belgique. Allez, ok. Ouais. On pèse quand même dans ce milieu. Ah ouais, quoi. c'est un gros business le doublage en Belgique. Et en fait, mais il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des trucs, on fait du Marvel aussi, mais en dessin animé. On a beaucoup de mangas. En Belgique, on couvre énormément de mangas. Je ne sais pas si c'est une question de culture, qu'on est plus, en Belgique, on a plus la culture du manga qu'en France. Je pense pas, mais en tout cas, on en fait plus. Ça dépend vraiment des clients, ça dépend des prods. Il y a des trucs qu'on fait ici, il y a des trucs qu'on fait en France. Ça m'est arrivé, par exemple, je fais on en parlait tout à l'heure, Lupin. Le dessin animé Lupin, c'est vraiment, moi je crois que c'est un de mes mangas préférés en tant qu'acteur quand je le fais, même en tant que spectateur. Enfin, c'est vraiment un super. Je trouve que c'est hyper bien léché. La musique, c'est un espèce de jazz. T'as les décors parisiens, mais le côté japonisant dans Paris. Enfin, les enquêtes sont sympas. Lupin est super drôle. Il est un peu aussi nostalgique. Il a un côté Nicky Larson. Enfin. Et c'est trop chouette. Lui, par exemple, Lupin, je l'ai doublé en Belgique, ça se fait en Belgique, mais ça m'est arrivé que des prods parisiennes de Big Brothers Paris m'appellent parce que Lupin, il y a un crossover entre des héros de vieux animés. Je crois que c'était Cat Size Lupin, où j'ai dû faire Lupin dans un long métrage Cat Size, quoi. Il y a des échanges alors entre. Des fois, oui, il y a des échanges. Ouais, ça peut arriver, peut arriver. On n'a pas la même économie, c'est pas le même niveau de vie, il y a clairement des différences, mais il y a pas de règles au niveau de ce qui va en Belgique et ce qui va en France. Il y a clairement des plus grosses franchises en France, c'est normal. Il y a aussi plus de personnages attitrés, de voix officielles, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Mais Tiens, il y a un marché certainement que les Français n'ont pas aussi, c'est le marché des Flamands. Oui, vous avez ça en Belgique. Il y a beaucoup plus d'échanges. Des choses en flamand, ouais, clairement. Enfin, en France, on passe du flamand. Ça, il doit y avoir quand même pas mal de prods, quoi. Ouais, il y a des séries, ouais. J'ai doublé une série flamande, un peu soap comme ça. Donc on double les séries, ouais, c'est ça. Ils se dirigent vers vous en priorité avant d'aller chercher des studios français. Ouais, j'ai l'impression. Je suis pas certain, mais je pense que oui. Je disais, justement, j'ai eu la chance, l'occasion de doubler beaucoup Matteo Simoni, un acteur flamand dans Marina, dans Jan de Licht. C'est un truc, c'est une figure historique, genre Robin des Bois, Prince des voleurs, comme ça, qui a existé. Donc voilà, où il joue ce rôle-là. J'ai fait dans Patzers 1, le 2, il y a eu des couacs de prod, je ne l'ai pas fait, mais voilà, ça peut arriver aussi. Mais le 1, j'ai fait Patzers, c'est un truc où il fait un dealer anversois, une petite frappe anversoise, c'est sur un cartel à Anvers, très chouette film, très stylé. Il y en a 2 là qui sont sortis et voilà, et lui c'est le genre de mec j'adore, quoi. Si je pouvais le doubler le plus souvent possible, c'est vraiment il est très très bon. J'aime bien, je trouve je capte où il veut en venir assez vite et à me fondre sur ses intentions. J'aime bien, c'est un très très bon acteur.
qui se grime énormément, on le reconnaît pas. Moi, j'ai déjà passé un casting. Le directeur de plateau savait pas que je l'avais déjà doublé dans d'autres trucs, donc il me met sur un casting. Je vois l'écran, c'est pas pour ce casting-là que je venais. Je dis, mais lui, je le sens bien. Je dis même pas, je le connais parce que je l'avais pas reconnu, je le sens bien. Et ça a fait mouche. Le DA me dit, bah écoute, tu sais quoi, on a le temps, je te fais passer aussi ce casting, le casting pour lui. Chance, cool. J'en attendais pas tant. Et j'ai le casting. Et ce n'est que 3-4 scènes après, en le doublant, j'ai reconnu le mec que je l'avais déjà doublé 3-4 fois, quoi. Tellement il jouait une petite frappe avec un sourcil taillé, casquette Gucci, et je l'avais pas reconnu, quoi. Tu l'avais doublé un peu de la même manière que tu l'avais déjà fait? Le client était là, et non, en fait, il me briefait tellement que j'avais, même sur l'accent, justement, j'avais donné un léger accent arabe bruxellois, marocain bruxellois, et très léger comme ça. J'avais mettais un léger filtre comme ça, et il me briefait. Il me disait non, là, tu sais pas dire. Comment tu dis Roya? Non, ça marche pas. Ça, on va pas. Tu vas pas le dire. Tu vois, il me disait parfois j'avais des limites justement d'accent. Il était là pour cadrer le truc. Ok. Et c'est qu'après quoi que j'ai fait putain, c'est Matteo Simoni. Putain, il est trop bon cet acteur. Je l'avais pas reconnu. Je l'avais déjà doublé quelques fois. Parlons de l'IA. Let's go. T'as un musique cauchemardesque. Musique gothique. L'IA, en quoi est-ce qu'elle impacte ton travail, là, aujourd'hui, Maxime? Elle impacte surtout notre humeur, pour le moment. Surtout. Après, il y a des choses qui se font déjà à l'IA, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas encore assez bien. Est-ce que tu as peur que ça fonctionne un jour assez bien? On ne sait pas si ça fonctionnera. On ne le sait même pas, en fait. On pense que l'IA est super intelligente, a un mimétisme de fou, etc. Mais en fait, pas vraiment. Elle est plus bête qu'on ne le croit, en fait, l'IA, clairement. Ça demande beaucoup plus de rectification, de travail, finalement, pour que ça sonne, pour que ça ressemble à quelque chose, etc. Là, pour le moment. Peut-être que ça va évoluer, certainement. Et il faut se battre pour que ça n'évolue pas, dans un sens qui nous... Il ne faut pas qu'elle nous vole notre métier. Mais il faut se battre pour ça. Ouais, c'est ça. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore du tout. C'est ça. Mais vous levez les boucliers déjà, parce que vous remarquez que dans les contrats, il y a des clauses de réutilisation de votre voix qui apparaissent. T'as déjà remarqué ça? Non. Non? Pas dans mon secteur. D'accord. Justement, il n'y a pas encore ça, et il y a déjà des clauses qui sont intégrées dans les contrats. En tout cas, en Italie, ils ont intégré la clause. Ils ont réussi à intégrer la clause légalement, etc. Qui interdit l'utilisation de la voix par IA. D'accord. Donc ça Ici se en fait Belgique? déjà. En Italie, au Brésil, en Espagne, je pense, ça commence. Ok. En Belgique, pas encore. Et au niveau des jeux vidéo, les clauses aussi commencent à se mettre en France. Aux États-Unis, ils se battent beaucoup, ils sont très fâchés avec les jeux vidéo, l'utilisation des voix humaines, etc. Donc voilà. Juste pour situer les choses, situons les choses par rapport à l'IA. Là, pour le moment, c'est le Far West, en fait. On peut faire un parallèle avec le Far West. Il y a un peu du pillage de partout. Il y a un côté extra-judiciaire, si tu veux. C'est-à-dire que les gens se volent des trucs, se lynchent, se font des procès d'intention, etc. Tu vois. Mais il n'y a pas de cadre. C'est vraiment le Far West. C'est vraiment, on est à l'Ouest américain au 19e siècle. C'est-à-dire que il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'autorité par rapport à l'IA. Et c'est ça qui blesse, et c'est ça qu'on cherche à avoir aujourd'hui. On essaie de prouver par A plus B que l'IA n'est pas rentable et que ça vole un artisanat. Ça pille un artisanat. On se sert, en fait... Nous, ce qu'on aimerait bien, ce qu'on cherche, nous, quand je dis nous, je suis membre d'une association qui travaille énormément là-dessus, justement sur les échanges, à essayer de trouver des solutions, des partenariats, des solutions avec les politiques, de travailler avec des avocats, etc. Belva, donc c'est Belgian Voice Artist, qui est elle-même membre de l'UVA, donc ça c'est la même chose mais international, United Voice Artist. Et donc il y a
plus de 30 associations, syndicats dans le monde qui s'associent dans une même association, l'UVA. Elles portent toutes des noms différents, mais en gros, elles sont toutes membres de l'UVA. Et ça grandit de plus en plus. Et c'est vraiment des associations qui cherchent à nous représenter. On a déjà un syndicat en Belgique, il y a déjà des syndicats qui font un très très beau travail, mais il y a des associations qui sont un peu plus proactives et qui cherchent vraiment à rassembler un maximum de membres, qui créent des organisations pour essayer que en fait, le problème soit le plus visible possible, d'essayer de trouver un cadre juridique, d'essayer de créer des clauses qui bloquent l'IA pour certaines utilisations. L'IA, au niveau progrès, c'est super. C'est un super progrès, c'est un bond en avant dans la science, etc. Voilà. Mais l'utilisation de l'IA, c'est autre chose. Comment on l'utilise, c'est autre chose. Il ne faut pas qu'on perde des métiers humains, Ça va toucher l'éducation des enfants, ça va toucher. C'est une culture, un patrimoine qui est mis en danger, qui est menacé, quoi. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'associations aujourd'hui qui travaillent. Encore hier, j'étais à l'anniversaire de Belva, qui fête ses 1 an. Voilà, je t'invite à regarder ce que c'est, Belva, le travail qu'ils font, toutes les informations qu'on donne sur l'IA, c'est sur leur site, sur les réseaux, etc. Mais le but, c'est vraiment de mettre un cadre, une autorité, c'est-à-dire de ne pas utiliser n'importe comment les voix, de ne pas se servir sur Internet. Quand tu te sers, tu payes, en fait. C'est con, mais voilà, tu passes à la caisse, tu prends la voix de Pierre Jacquet pour faire ton documentaire, tu vois, et tu dois pouvoir avoir une transparence, en fait. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pris la voix, au moins une transparence. C'est ça qu'on demande, c'est ça que Belva demande. Que ce soit indiqué, quoi. Que ce soit indiqué dans les crédits ou quand on prend quelque chose, on revient vers toi. On revient vers la prod. On dit voilà, j'ai besoin de la voix de Pierre Jacquet pour mon. Ce serait drôle, ce serait chouette que tu fasses le documentaire de ma vie, par exemple. Mais j'irais, si j'ai besoin de ta voix, le but, c'est que ça passe par de gré à gré ou par la prod, tout simplement, que ce soit contractuel, en fait. Qu'on puisse dire, voilà, je vous prends, signez là, en échange de votre voix pour tel documentaire, vous serez rémunéré, voilà. Mais il faut qu'il y ait un cadre en temps, en lieu, donc savoir où est-ce que ça va être diffusé, quand, combien de temps et quoi exactement. C'est ça. Que tout ça, toi, voilà. Et alors, c'est pas toi qui as fait le taf, peut-être, voilà, on a pris ton timbre ou ton filtre à toi, le filtre Pierre Jacquet, le timbre de ta voix, on le prend et on te fait dire des choses, tu vois. Mais voilà, que ce soit transparent. J'ai pris, parce que... Avec une utilisation de tel cadre. J'espère, oui. Ouais, c'est ça. Et puis... un cadre permis. Ça arrive déjà, on a pris... Ça arrive, hein, on est en train... Je te dis, c'est le Far West. Il y a plein de voix qui sont chippées à gauche, à droite. Et le problème, en fait, c'est que quand tu prends la voix de quelqu'un via une IA, que tu recrées une œuvre, le résultat n'est pas ouf. Aujourd'hui, le résultat n'est pas ouf. T'as essayé avec ta voix? Non, j'ai pas encore été dans ce game-là, mais le résultat est pas terrible. Et les gens se disent, ouais, mais c'est cool, il y a des gens qui sont fascinés par ça, c'est génial, putain, on arrive à faire tout aux machines, c'est génial, etc. Le problème, c'est que c'est vraiment... un artisanat, il y a une humanité dans les voix, il y a quelque chose, il y a une vibration, que ce soit les chanteurs, les acteurs, etc. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'humain. C'est l'humain qui peut donner cette vibration. L'IA ne donne pas cette vibration, pas encore. Il y a quelque chose de monocorde. Ça marche pas. C'est à la fois rassurant, en se disant, les grandes franchises ne vont jamais accepter des gens qui croient au doublage, à la version française, à la version espagnole, aux versions internationales, les gens qui croient à ça, à ce marché-là, ça passera pas. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant que ça ne marche pas aujourd'hui. Ce qui fait flipper, c'est que ça devienne la norme. C'est qu'en fait, à un moment donné, ce soit tellement facile de prendre une IA et de faire les trucs. Là, c'est pas facile. Hein. C'est pas si facile qu'on le croit. Il faut vraiment rectifier beaucoup les trucs. Mais le jour où ça passe, les jours où on accepte, c'est comme un... C'est là où l'artistique devient vraiment fast-food. C'est-à-dire que, et vraiment, déjà, tu perds un marché, c'est-à-dire que tu dis à des millions et des millions d'artistes de rentrer chez eux, en fait, donc tu perds un énorme marché. Tu perds des spectateurs, et les spectateurs sont pas dupes. Je sais pas, toi aussi, quand t'écoutes un truc, tes spectateurs, voilà, t'es pas dans le milieu, mais quand t'entends un truc fait par une IA, tu l'entends, tu le sens quand même, là, aujourd'hui. Actuellement, oui. Voilà. Il y a des trucs assez fous, il y a juste des filtres qui fonctionnent bien aujourd'hui, il y en a 30 en France, je crois.
et 4 en Belgique. Des voix qui sont utilisées, qui sont. Il y a Angèle, il y a la voix de Rick et Morty, je crois, enfin le professeur, c'est Morty, je sais plus, enfin bref. C'est Rick le professeur. C'est Rick, putain, ouais. Je suis vraiment nul. Pardon Alain, c'est un pote qui fait Rick d'ailleurs. Mais donc, oui, il y a quelques voix, il y en a 4 qui sont déjà en train d'être utilisées pour de l'IA, etc. Où tu peux parler, par exemple faire un docu, je fais un docu et je mets la voix de Rick comme narrateur, tu vois. C'est moi qui parle, mais je mets un filtre à ma voix en voix de Rick, tu vois. Je sais qu'il y a des trucs qui sortent. Il y a eu des petits dessins animés, des choses comme ça pour les enfants qui sont sortis. C'est catastrophique. Donc t'as le petit poney ou je sais pas quel personnage qui vole, qui est super exalté, nanana. Tu sens la machine derrière. Tu sens qu'à un moment donné ça frise, ça reste très plat, très neutre. Tu sens que c'est hyper robotique. Tu vois qu'il y a une IA dans l'histoire. Il va pas te faire les chevaliers du Zodiac comme tu l'as fait tout à l'heure, quoi. Mais ce que l'IA, ouais, c'est ça. Ce que l'IA n'arrive à pas faire, c'est vraiment se réapproprier une culture, donc à retransmettre dans la culture. C'est-à-dire que elle va faire du mimétisme, elle va copier-coller le ton, l'intonation en VO. Donc en américain, en anglais, en espagnol, il va reprendre ce ton propre à la langue, sans passer par le stade de réappropriation de la langue en français. Il va pas réussir à le faire. Ce truc qu'on a, nous, le ton qu'on a en français, il va pas le reprendre. Tu vois, ces petites nuances, etc. Ça, c'est déjà un truc. Un jour. Ben, on n'y est pas encore, on sait pas si ça va. On n'y est pas du tout encore. Donc du coup, t'as pas spécialement peur. On n'arrive pas à refaire. Bah là, non, pour le moment, non. Ouais. Bah, si, c'est un peu anxiogène quand même, parce en fait, c'est ça que je te disais, c'est la normalité qui est anxiogène. C'est qu'on normalise tout ça. C'est qu'à un moment donné, ce soit accepté, que ce soit forcé par les prods, par les grosses majors, que ce soit vraiment mis à disposition sur le marché. Et que en fait ça arrange, ça convienne. C'est ça qui nous fait peur, c'est que ça convienne à tout le monde et que ça convienne aux enfants. Que les enfants seront dans un truc de neutralité dans la voix. C'est qu'ils se satisfassent d'un truc un peu médiocre, vraiment quelque chose de médiocre, pas bon, parce que c'est pas cher, voilà, étant donné qu'ils volent actuellement des voix. Quoi. C'est ça. C'est l'acceptation qui fait peur de l'auditeur, je te comprends. des enfants, etc. Okay. Et là, on perd un truc horrible parce que là, il y a un truc horrible parce que c'est-à-dire que peut-être que les enfants, à un moment donné, n'auront plus l'habitude d'entendre des humains. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je vais loin dans le scénario catastrophiste, mais on y arrivera peut-être, tu vois, ce côté où les enfants seront tellement habitués à une neutralité sur les petits produits pas chers, enfin, où ça demande, où il n'y a pas vraiment une grosse qualité artistique à avoir, se contentent, se satisfassent d'un truc un peu médiocre, un peu robotique. Qu'on les habitue à ça, quoi. Ouais. On les habitue. Ce serait en effet horrible. Là, actuellement, c'est pas assez bon. Tu viens de le dire. Non. Et quand tu le fais, en fait, c'est juste marrant. Parce que tu te réentends, ou bien tu réentends la voix de ton pote ou celle de Rick, tu t'entends parler en Rick, mais c'est pas encore viable. Non, c'est pas encore viable. Pourquoi ? Parce que quand tu vas doubler quelque chose, t'y mets un peu du tien, quoi. T'y mets un peu de toi. Ouais, clairement. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Et en fait, il y a une interprétation, il y a une création. L'IA, elle reprend quelque chose qui existe. Ouais. Et elle ne saura pas spécialement créer quelque chose qui n'a jamais existé. Non, c'est nous qui la nourrissons. Voilà. Il a été question pour Lan, notamment dans Shrek, étant donné que le doubleur français de Lan est décédé, de reprendre sa voix et de faire doubler Lan dans le nouveau Shrek qui va sortir par ce doubleur décédé. Ouais. Est-ce qu'on peut reprendre ta voix actuellement si t'es décédé ? En fait, tu peux pas jamais reprendre tant qu'il n'y a pas de consentement, déjà. Ça, c'est le côté éthique. C'est le côté aussi éthique. On parlait d'éthique par rapport au métier artistique, pour prendre l'artistique. Mais prendre la propriété de quelqu'un, c'est en ça que je te disais, c'est du pillage. Tu dois t'adresser aux ayants droit, en fait. Si la personne n'est plus de ce monde, il faut aller voir les ayants droit, les gens qui les productions, la famille, les gens qui ont les droits aujourd'hui et tu dois dealer avec eux, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut créer des lois autour de tout ça, un cadre, une autorité, une utilisation. Ouais. C'est ça. Parce que là, c'est vraiment... Ouais, c'est prendre la propriété. Personne n'a envie de quel que soit le métier, t'as pas envie qu'on te vole de... Voilà, ici, c'est vrai qu'on a un métier qui est exposé à un max au niveau technologique, au niveau audiovisuel.
Donc c'est un peu facile de prendre numériquement les choses de l'un de l'autre. Mais c'est la même chose, il faut vraiment se représenter ça. C'est un gars qui rentre dans ton salon et qui te prend tes meubles. C'est la même chose en fait. Parce que ta voix, tu l'as travaillée. Tu l'as travaillée, ça sort de toi. Tu l'as peaufiné, tu l'as polissé, t'as amené tes doutes dans cette voix, t'as amené tout ton parcours artistique, t'as amené tes études dans cette voix. C'est un truc qui t'appartient. C'est comme écrire un bouquin, c'est ton écriture. Tu vas pas faire croire, voler l'écriture de quelqu'un, faire croire que c'est toi qui l'as écrit, tu vois. Tu dois dealer avec la personne, je peux prendre ton texte, on dit que c'est moi, tu vois. Ça se deal tout ça. Mais donc là, voilà, c'est ça le but, c'est d'avoir un cadre qui nous protège, quoi. C'est en cours. C'est en cours, mais c'est pas gagné, mais c'est vraiment en cours. Ça se bataille pour ça se solidifie, quoi. Vous êtes en relation directe avec un ministre. C'est d'être solide pour pouvoir se défendre, en fait. Vraiment se défendre le jour où il y a justice, il y a procès. C'est d'avoir les armes suffisantes pour se défendre, pour qu'il y ait vraiment, voilà. Et vous êtes en contact direct avec des personnes, donc des ministres, des élus qui peuvent bien sûr, donc légiférer en la matière. Moi, je suis juste membre et là, je représente cette association Belva. Mais moi, je suis pas dans l'organisation, mais je soutiens énormément et je suis membre de cette association. Et oui, il y a des rencontres dans tous les sens. Il y a des rencontres de syndicats entre eux, du monde entier. Il y a des rencontres avec les politiques, clairement. Il y a maintenant, moi, je paye même une cotisation. Donc tu peux faire des dons, tu payes ta cotisation pour payer les avocats, etc. Donc il y a des avocats dans la course, etc. quoi. Combien de personnes travaillent dans le milieu du doublage ici en Belgique? C'est chaud comme question, mais je dirais que on avait discuté plus ou moins de ça il y a quelques temps à la louche. Je veux dire vraiment en estimation vraiment globale, on peut dire qu'il y a 400 personnes en Belgique dans le doublage, de comédiens de doublage. En termes artistiques, en Belgique, je pense qu'on parle de 1000 personnes. Pareil, une grosse estimation. On doit être peut-être, je pense qu'on parlait de 42 000 dans tout confondu, tous les emplois confondus. Donc un son dans le métier de la voix, donc que ce soit directeur artistique, etc. Donc des chanteurs, des directeurs artistiques, des prods, des techniciens, tout le monde, tous les gens qui ont été présents dans les prods ou dans les studios. Pas peu ou en tout cas moins de boulot si le doublage n'existait clairement. pas. Quoi. Concerné par le doublage. 42 000. 42 000, plus ou moins. Et donc 400 comédiens de doublage qui, eux, n'ont tout simplement plus de job. On doit être 150, 200 à travailler pas mal. Voilà, c'est 400 un peu qui gravitent, qui tournent, qui ont peut-être d'autres tafs à côté. Voilà. C'est ce que vous avez estimé alors avec votre association. Et évidemment, on comprend que c'est quand même un sacré marché. Énorme. Et donc, ça donne envie, évidemment, quand t'en parles. Ça donne envie d'y travailler. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, tu vois, qui voudrait se lancer et rentrer dans ce milieu un peu fermé du doublage? Déjà de vraiment essayer un max de pratiquer le métier de comédien, de faire soit des études, des formations, des stages, vraiment de comédien, d'acteur. Tu peux pas arriver et avoir aucune notion de comédie, arriver et prétendre être doubleur. Le doublage, c'est vraiment un artisanat issu des arts de la scène, des arts scéniques, des arts de la parole. Donc c'est important d'avoir fait, je pense, d'avoir appris à incarner, travailler avec un metteur en scène qui te dirige, qui te recadre, savoir répondre aux demandes d'un metteur en scène, connecter ton émotion à une indication. Tout ça, c'est un boulot de comédien, quoi. Tu peux pas arriver comme ça en touriste. En Belgique, l'idéal, alors c'est d'observer. Tu as fait l'IAD, par exemple, c'est une super bonne école pour justement tester tout ça. Tester et travailler tout ça. Y a d'autres écoles en Belgique que tu conseillerais peut-être, où tu te dirais bien sûr. Oui, pourquoi pas. Tu pourrais accéder au doublage après avoir fait ça. Je sais qu'il y a plein d'écoles. En fait, il n'y a pas une école qui est forcément la meilleure. Vraiment. Je sais que
Certains ont parfois un peu plus de moyens que d'autres, mais honnêtement, je crois pas tant que ça. Je crois à la formation, je crois à suivre vraiment le travail d'un metteur en scène. Je crois en ça, à rencontrer des metteurs. C'est ça qui est chouette dans une formation à l'école, c'est que tu rencontres des metteurs en scène, tu rencontres des partenaires, tu te fais un réseau, quoi. Oui, tu te fais un réseau, puis t'apprends ton métier, t'apprends ton savoir-faire grâce à des profs, des mentors. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais il y a un truc de maître apprenti comme ça. C'est hyper important. C'est hyper important d'avoir ça et de suivre vraiment l'idéologie, en tout cas la manière d'aborder de tous ces gens, la manière d'aborder un texte. Il y a des gens qui sont plus sur la comédie, d'autres sur la tragédie, des gens un peu spécialisés dans une telle ou telle matière. C'est hyper enrichissant de passer par ces gens-là, et il y a que dans les écoles que ça se passe. Après, il y a pas que dans les écoles, il y a aussi l'école de la vie, quoi. Il y a le fait de rencontrer des gens. Après, il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'école, qui ont trouvé leur modèle et leur formation dans la vie, quoi. Ouais. Ça se peut aussi. Oui, bien sûr, mais il faut une attention vraiment. Faut être motivé quand même. Assez forte. Ouais, c'est ça. Faut être motivé pour accéder à ce niveau, quoi. Ouais, clairement. Et je voulais dire, par rapport au regret, tout ça, je vais juste dire que clairement, le doublage, à un moment donné, c'était le plan B ou le plan parallèle. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il y a eu ce truc justement, à un moment donné, t'es fatigué d'un projet. J'étais fatigué, je crois, d'un projet théâtral. Et oui, on partait en tournée, puis ça devenait un peu lourd à porter. Et puis il y a eu le doublage, et là j'en fais un peu plus parce que j'étais un peu plus libre à un moment donné. J'avais plus de disponibilité, etc. Et c'est devenu, au final, un peu malgré moi, c'est devenu le fait d'être disponible a rendu ce métier. Ce métier a pris la position de plan A finalement, tu vois. Donc, le plan B est devenu le plan A. Uh-huh. Et ça, et donc voilà. Aucun regret. Non, mais non, voilà, j'ai fait pas mal de trucs qui m'ont permis d'expérimenter, etc. en dehors. Et je reste totalement open. Là, j'ai un court-métrage avec des gens super chouettes. Ah oui, tu fais ça en parallèle alors Oui, bien sûr. Oui, mais tout acteur de doublage fait des choses, en général, fait des choses en parallèle. Ouais. C'est pas. Ça devient, à un moment donné, ça peut devenir un but. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est un métier en parallèle avec leur projet artistique, quoi. Ok, clairement. Magnifique. Ouais, clairement. Donc moi, j'ai un court-métrage qui est prévu, je viens d'en faire un il y a pas longtemps. Adrien Orville, Je sais faire, un court-métrage que j'ai fait. Et puis il y a un autre truc qui arrive là, Salty, une comédie horrifique avec un lapin un nounours qui tue tout le monde. Voilà, j'ai un autre projet un projet plus format Instagram, un peu satirique, sur justement la surexposition des Instagrammeurs, etc. avec un pote, François Verians, qui est liégeois d'ailleurs, enfin Visez-toi, je sais pas si on dit ça comme ça, de Viser. Visez-toi. Qui vit à Liège et qui très 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 talentueux, avec qui j'ai jamais eu l'occasion de travailler. Et là, on s'est vu il y a pas longtemps. Il est venu à la maison, puis et il a dormi à la maison. Et le lendemain, on a pris un café au soleil. Et puis il m'a dit on a discuté et on s'est accordé sur un projet, quoi. Magnifique. Où est-ce qu'on peut suivre ces projets-là Celui-là, il est vraiment, on est vraiment aux prémices. Okay. On se voit genre fin mars pour en parler. Pour la deuxième étape. Et voilà, et un projet avec mon papa aussi, qui est en cours, où j'écris, je suis très lent dans l'écriture, parce que je veux que ce soit bien. Mais là, c'est un projet à deux avec mon père, qui est comédien, comme tu le sais, on en avait parlé. Voilà, c'est un projet à deux sur scène, c'est vraiment théâtre. On joue pas père-fils, c'est vraiment une rencontre qui se fait sur scène. Et voilà, j'en parle pas trop encore maintenant parce qu'il y a encore plein d'ajustements à faire, mais ce sera plutôt de l'ordre de la comédie un peu touchante, quoi. Voilà. Nickel. Merci Maxime d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi Snack. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel invité, 16h. Ciao. Ciao.